Est-ce que vous vous souvenez de ces souvenirs si intenses où vous vous trouviez devant votre console, votre expérience était tellement passionnante que vous suppliez vos parents pour pouvoir jouer, et quand l'interdiction était objective, vous n'hésitiez pas à lancer une partie sur votre couette. Bon sang, la chaleur était vraiment insoutenable. Mais alors, pourquoi nous nous donnions tant de mal pour ces jeux? Qu'avait-il de si spécial? Et si je vous disais que tout ça n'était qu'une illusion, qui a pour seul responsable la nostalgie? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ces jeux qui ont tant bercé notre enfance. Accompagnés bien évidemment de leur analyse profonde pour comprendre si ces jeux étaient réellement excellents ou s'ils sont mauvais. Nous allons débuter avec un sacré morceau qui n'est autre que Pokémon. Cette franchise créée en 1995 par Satoshi Tajiri a émerveillé les fans. Et c'est normal, parce que le nombre de beaux moments que j'ai passés dessus est incalculable. Pour analyser cette franchise, on va commencer par ce qui a émerveillé les fans. Premièrement, la base, c'est évidemment la collection. Et on va pas se le cacher, c'est la plus efficace. Parce que le volume de dopamine créé à ce moment-là, il est juste fou. Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'apportais autant d'importance pour l'aventure que pour la fin. Car nous avions la possibilité de capturer des légendaires. Avoir des Pokémon rares fait partie des quêtes principales du jeu. Enfin pour moi, j'espère que je suis pas le seul. Évidemment, il n'y a pas que ça. La direction et le style artistique jouaient énormément, notamment avec les pixels qui collaient parfaitement avec l'ambiance du jeu. Mais aussi l'apparence des Pokémon qui avait toujours un sens, et c'est pour ça que ces créatures sont si attachantes. L'aventure jouait beaucoup. Nous devions récupérer 6 badges d'arène et vaincre le maître de la ligue. Avec ses objectifs et un cerveau d'enfant, c'était en quelque sorte notre mission principale, et nous y étions très investis. Ce système de progression quasi parfaite est présente car elle est très simple. 1. Tu deviens plus fort. 2. Tu découvres des nouvelles créatures. Et 3. Tu maîtrises mieux le système. C'est terriblement efficace. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je me suis réellement demandé si cette franchise est vraiment bien. Pour y répondre, j'ai décidé de rejouer à un Pokémon de mon enfance, qui est Ruby Omega. Ouais, je sais, les gens diront que c'est gaze et que Saphir Alpha est beaucoup mieux. Mais que voulez-vous, j'ai des goûts particuliers. J'ai donc eu l'occasion de rallumer ma 3DS et également cette cartouche qui m'a tant fait vibrer autrefois. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, car j'ai trouvé cette expérience très ennuyeuse. Dites-vous que je jouais seulement 1 heure par semaine, et c'était dur de continuer. Ce qui n'allait pas, c'était l'allure du gameplay. Je trouvais l'expérience assez lente. C'est peut-être à cause du temps passé sur TikTok qui augmente mon impatience. Mais bon, si ce n'était que ça, cette vidéo n'existerait pas. Parce qu'il y a bien un truc qui a littéralement bousillé mon expérience de jeu. Je parle de la facilité. C'était atroce, c'était le plus gros point noir du jeu. Tous les champions d'arène, je dis bien tous, étaient gaze. Je les exterminais toujours avec seulement un Pokémon. Et c'est pareil pour la ligue, hein. Je n'ai eu qu'à mourir qu'une seule fois pour devenir le dresseur le plus puissant du monde entier. En plus, je suis pas le plus fort à Pokémon, je vous le dis. Après, cet argument ne s'applique pas aux premières cartouches. C'est au fil du temps que la facilité s'est installée, environ vers la 6e génération. D'ailleurs, en parlant des anciens jeux, je me rends compte que la formule est toujours la même. Il faut toujours vaincre les champions d'arène et la ligue. C'est assez ennuyeux quand même. Même s'il y a eu des améliorations, elles n'ont jamais vraiment été marquantes. Pour finir avec Pokémon, il faut que je vous parle de son histoire. Évidemment, l'histoire permet un investissement personnel, mais elle est trop bateau. De plus, l'histoire est utilisée comme une excuse pour ne faire que des combats en boucle. J'ai trouvé que c'était trop répétitif, la linéarité y régnait, la soif de découverte était assez restreinte, et c'est malheureusement présent dans tous les jeux. Ah mais non, j'avais oublié, il y a Zelda. Je pense en avoir fini avec cette licence. Ça reste malgré tout une franchise qui reste dans mon cœur. Attendez, c'est quoi ce bruit? Ne me dites pas que... Eh ouais les gars, vous pensiez vraiment que j'allais pas en parler? Un jeu qui m'a rempli de bonheur et surtout a rempli la caisse d'Epic Games car c'est 40 milliards d'euros récoltés depuis sa création en 2017. Et c'est à cette date qu'il va traverser des générations et les fasciner par la même occasion. Mais comment se fait-il que nous l'avions grave apprécié à l'époque? Premièrement, le système de combat était très bien construit. On pouvait placer des murs, des escaliers et même des cônes. Et ça permettait de se protéger des ennemis. Parce que là où les FPS classiques se contentaient d'armes et de joueurs, Fortnite complexifiait le gameplay avec ses construction et le rendait donc beaucoup plus stratégique. Dans cet univers, on avait aussi un style assez cartoonesque qui rendait, à mon sens, plus accessible le jeu pour les plus jeunes. Mais le point, à mon avis, qui a fait exploser Fortnite, ce sont bien évidemment les achats en ligne. T'avais des passes de combat avec des skins bien stylés,
Ah, je peux te dire que tu pouvais bien flex et statistiquement parlant, ça a fait 95% du jeu. Parce que le but premier, c'était vraiment d'avoir des skins et de les essayer in-game. Quand tu jouais avec tes potes, tu te devais d'avoir le meilleur skin. Là où Fortnite a bien réussi son coup, c'est dans les événements, que ce soit saisonnier ou dans la continuité de l'histoire. Ils étaient trop forts, c'était une manière très intelligente de nous pousser à continuer de jouer. Parce que c'était pas des simples cinématiques, non, c'était des réels événements à ne pas louper. Tout comme les fêtes, avec comme par exemple Noël, où tu avais le droit à des cadeaux tous les jours avant le 24, comme un calendrier de l'Avent finalement. En prenant du recul, on se rend compte d'un problème. Vous vous souvenez quand les achats en ligne faisaient 95% de sa réussite? Eh bien, c'est à cet endroit qu'il y a ce côté décevant, car on se rend compte que le but d'Epic Games était que vous achetiez des skins et non que vous passiez un beau moment. Et malheureusement, cette soif monétaire crée de la distance entre le consommateur et la franchise. La plateforme ne devient plus un loisir, mais une boutique en ligne où nous devons passer commande. Évidemment, nous nous rendions même pas compte de ces techniques de manipulation. Elles faisaient en sorte que tu convaincs tes parents à leur place de mettre de l'argent dans le jeu. Je me suis permis dans le cadre de cette vidéo de relancer Fortnite, et cet aspect professionnel se ressent tellement plus aujourd'hui. Ils ont abusé du bail, hein. Tu te retrouves avec des skins de plus en plus colorés, avec des collaborations plus dingues les unes que les autres, et ça tous les jours. Ça fait vraiment peur. Tu vois vraiment que tout est bâti pour que Nathan, 10 ans, demande à sa mère de lui payer des vrais bucks. Grâce à Fortnite, on peut voir de manière plus générale que le monde du jeu vidéo change pour s'industrialiser de manière exponentielle. Mais malheureusement, c'est pas vraiment une bonne chose, hein. On va maintenant aborder un jeu vidéo qui ne va peut-être pas parler à tout le monde, car sa durée d'apparition a été courte. Mais ça a été pour moi l'une des meilleures expériences que je n'avais jamais vécues. Ce jeu dont je vous parle s'appelle Yokai Watch. À sa sortie en 2016 dans les pays européens, il a explosé les ventes, surtout au Japon où il détenait une concurrence avec Pokémon. Ouais, le gros patron Pokémon. L'histoire du jeu est assez simple. Vous atterrissez dans une ville du Japon nommée Grand Val, où notre personnage principal, Nathan, va découvrir l'existence des yokai, des créatures semant le trouble en altérant les émotions de ses victimes. Par exemple, le lugubre rend les gens déprimés et tristes. Ton rôle dans l'histoire sera de battre un boss qui terrorise toute la ville et bien évidemment de collectionner un max de yokai. Et ce qui est cool, c'est que c'est sous forme de médaillons. Étant plus jeune, j'adorais cette licence. J'avais fait tous les jeux et je regardais la série entière. Ce qui nous plaisait, c'était la collection, un peu comme Pokémon d'ailleurs, mais Yokai Watch allait beaucoup plus loin, notamment avec son système de combat dynamique qui est bien supérieur à un système tour par tour. Ça créait une vraie implication, le stress y régnait. On a aussi ce côté classe avec les yokai. Ils étaient vraiment bien faits et la mécanique de la montre était très appréciable. C'est d'ailleurs ce qui démarque d'un Pokémon parce qu'on y ressent son identité. Pour ceux qui ont déjà joué, est-ce que vous vous souvenez de cette enflure là qui nous faisait galérer là? J'en ai encore des séquelles aujourd'hui les gars. Mais malheureusement, l'expérience n'est pas si fifole, hein. J'ai repris Yokai Watch 1 pour me faire mon avis et je vous avoue que j'ai même pas réussi à le terminer. D'après moi, ce qui amenait mon expérience à quelque chose de beaucoup moins amusant serait les combats. En effet, quand tu commences à te battre avec tes yokai, c'est toujours assez aléatoire, hein. Surtout avec les IA des créatures, c'est pas vraiment au point. Et l'expérience devient tout à coup beaucoup plus mauvaise. On a aussi l'histoire qui est tout de même un peu pauvre, hein, et surtout la chose qui m'attriste un peu, c'est vraiment le recyclage des yokai. Dites-vous qu'on peut retrouver des yokai juste avec des couleurs différentes. Après, je vous avoue que c'est le jeu de notre enfance qui est le meilleur à mes yeux comparé aux autres. Aïe 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 les gars, ça m'a fait mal de terminer mes jeux préférés. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler de ce sentiment qu'est la nostalgie. Parce que ce n'est pas qu'un simple ressenti. C'est une vibration qui traverse notre corps quand nous repensons à des souvenirs lointains. Il faut savoir qu'il nous berne et nous manipule. Car si l'on prend de la distance par rapport aux réels souvenirs, on se rend compte que ce n'était pas si incroyable que ça, hein. Quand on repense aux heures de jeux passés sur la DS ou même sur la Wii, on ne se remémore pas un jeu, mais bien de nous en train d'y jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que l'insouciance que nous avions à l'époque nous manque. Et non les expériences passées. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué. En tout cas, c'était le petit moment philosophique. J'espère que ça vous a plu les gars. Moi, j'ai apprécié faire cette vidéo, mais évidemment, hein, ça m'a fait mal de terminer mes jeux préférés. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes 99% à ne pas vous abonner quand vous regardez mes vidéos. Mais on est où les frères? Eh, tu t'abonnes s'il te plaît, fais-moi plaisir frérot. Bon, là, c'était tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner et tout tralala. Peace!